Premier déplacement et première victoire pour le FC Metz sur la pelouse de Rodez, grâce notamment au doublé de Cheikh Sabali et un scénario idéal après match. Alors que le mercato ferme bientôt ses portes, quel premier bilan faire de la philosophie de Stéphane Lemignan? Grand gagnant, grand perdant, besoin, ce sera le débat de cette émission. Alors que l'on pensait que le temps ferait son effet, la bataille des supporters contre les droits TV prend un nouveau tournant, peut-être majeur. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Graouli Mag. Et certains supporters attendaient le retour de Mathieu Hudol de sa suspension, le retour de leur latéral gauche. Et bien au Graouli Mag, c'est pareil, nous aussi on attendait le retour de notre latéral gauche. Lui qui est revenu de vacances, qui a pu parfaire sa technique, mais aussi son bronzage. Franck Signorino est de retour dans le Graouli Mag pour cette nouvelle saison. Bonjour à tous, refaire la technique je sais pas, elle est ce qu'elle est, mais moi je suis de retour parmi vous et très content d'être. Face à toi, ils sont déjà venus cette année, ils en sont à leur deuxième titularisation. C'est d'abord Angelo Salemi, journaliste pour Le Républicain Lorrain. Bonjour à tous. À tes côtés, Stéphane Molien. Stéphane, c'est ton été. Voilà, n'ayons pas peur. Bon, écoute, je le prends. On te le voit de partout sur notre chaîne, c'est un régal. C'est gentil, merci beaucoup. Messieurs, on va pouvoir commencer cette première partie d'émission. On va revenir sur le match du week-end, c'est dans le journal de la Ligue 2. Et premier multiplex pour les hommes de Stéphane Lemignan qui se déplaçaient au stade de Paul Lignon ce vendredi soir. Et il fallait pas être en retard, évidemment. Il y avait des choses à ne pas rater. Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le début de la rencontre ou la rencontre dans son intégralité, je vous propose de regarder un résumé avec la voix de Mathieu Anquinet. Un début de saison tout sourire pour le FC Metz. Une joie communicative qui n'a pas pu échapper à de nombreux supporters ce vendredi au stade Paul Lignon de Rodez. Dès l'engagement, les Grenats font parler la poudre. Après seulement 8 secondes de jeu, Cheikh Sabali subtilise le ballon dans les pieds de Cibois et marque son premier but de la saison. Rodez entre dans son match et est dangereux au point de faire oublier le tableau des scores. Dans un scénario nuageux, certaines éclaircies font leur apparition sans faire mouche. Discutable face à Bastia, Alexandre Oukidja rappelle son importance sur cette double occasion ruthénoise. Buteur heureux, Cheikh Sabali réédite l'exploit grâce au service d'Ibou Sané à la demi-heure de jeu. Malgré ce double coup de massue, les hommes de Santini continuent de se montrer, mais paient un scénario bien cruel. Juste avant la 45e minute, Ablaye Diallo sert Kofi Kouao. Le centre du latéral droit aurait pu permettre à Sabali d'inscrire un triplé sans l'intervention de Nguyamsa, qui trompe son propre gardien. 3-0, mais c'est béni et n'a pas fini de profiter. Après une double faute coup sur Oukidja puis Hudol, Danny Jean est exclu et laisse son équipe en infériorité numérique pendant 45 minutes. Ce but marqué après quelques secondes favorise un petit peu, mais il a fallu aussi répondre parce qu'ils ont mis des ballons difficiles à l'approche de nos surfaces de réparation pendant quelques minutes jusqu'à ce deuxième but. Voilà, après il y a évidemment le troisième et le carton rouge qui font que le match il est plus facile pour nous. Comment aborder une deuxième période avec autant d'éléments en sa faveur? Eh bien la réponse ne semble pas si évidente que cela. D'un réalisme froid, Metz retrouve ce qui lui a manqué face à Bastia. Et cela, même sur coup de pied arrêté, décidément. Après un pénalty sifflé sur Cheikh Sabali, Ibou Sané peut lancer sa saison. Mais trop tendre, Cibois lui aussi change de visage et se mue en sauveur. Les rôles se sont inversés et le réalisme touche désormais Younoussa, dont la frappe sublime réduit l'écart, mais aussi la confiance messine qui ne permet plus aux Grenats de faire la différence. Finalement, le FC Metz glane ses 3 premiers points et continue de donner raison à sa nouvelle philosophie, même si tout n'est pas encore parfait. Angelo, on l'a vu dans ce résumé, il fallait pas être en retard, mais surtout ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a eu tout dans cette rencontre. C'est clair que c'était un match très animé, avec une entame de match assez délirante. Un but au bout de 8 secondes, je crois que j'avais rarement vu ça. Ah, c'est simple, j'ai fait les commentaires, j'ai pas pu finir la première phrase, que déjà je disais « Oh, but !» et puis crier parce que Sabali était déjà en train de célébrer. Voilà, c'était assez dingue. Bon, le match est parti du bon pied pour le FC Metz. Un match plutôt bien géré, je trouve, surtout en première période, avec des buts à vraiment des moments clés, le début de match, la demi-heure et la toute fin de la première mi-temps. Sur la deuxième, c'était un peu plus laborieux. Je suis pas sûr que Metz a vraiment bien géré et négocié sa supériorité numérique. Mais au final, ça fait 3 points. 4 au bout de 2 journées, c'est plutôt pas mal. Franck, on l'a vu, Angelo disait que ça a été bien maîtrisé en première période, on l'a vu, il y a quand même eu pas mal de réussites pour le FC Metz. Rodez a quand même mis le rythme au début, 3 occasions, 3 buts, un carton rouge, il y a des matchs plus compliqués que ça.
Oui, mais on va dire qu'il y a eu énormément d'efficacité. Maintenant, je voudrais revenir sur le premier but. Je vois pas l'intérêt pour une équipe de donner le ballon directement au gardien. En plus, hors de sa surface, c'est un mauvais contrôle, prendre des risques. Donc, tant mieux pour le FC Metz, hein, et ça les a lancés. Je pense que ça a mis tout de suite, surtout Rodez, dans le dur, même s'ils ont bien réagi les 2-3 minutes après avec cette occasion. Et je dirais que ce FC Metz a su bénéficier ensuite de cette équipe de Rodez qui était plus que attaque rapide, s'est précipité. Donc, eux, ils ont misé sur la transition. Et là-dessus, on sait que le FC Metz a des joueurs de transition qui sont vraiment pas mal et a été très très efficace. Après, cette équipe de Rodez s'est battue avec ses armes, mais on sait que c'est aussi une équipe qui a perdu pas mal d'éléments en début de saison. Je crois que c'est les 2 attaquants. Non, ils ont perdu, on avait fait le calcul sur le dernier 11 de départ pendant les playoffs contre Saint-Etienne, il y a 7 joueurs qui sont partis cet été. Et des majeurs, donc c'est une équipe en reconstruction. Le FC Metz, je dirais que est efficace. Il est surtout primordial dans ce début de saison pour les équipes comme Metz qui viennent de descendre, qui sont les gros de ce championnat, de ne pas perdre de points en chemin et d'être trop largué. On sait que cette équipe est en rodage. On l'a vu en deuxième période. Cette équipe de Metz a aussi perdu des éléments importants. Milieu de terrain, attaque. Et ce qui est important, c'est apporter de la confiance. Tu parlais de confiance, on va se pencher sur la composition d'équipe de Stéphane Lemignan et on retrouve enfin ce qu'on a pu voir cet été avec Alexandre Oukidja dans les buts, une défense à 3 avec Colin Traoré et Fally Kandé, le retour sur le côté gauche de Mathieu Hudol avec Kofi Kwao à peu près au même aligné avec Jessie Demagué, Sabali, Gauthier Hein, Ablaye Jallo et enfin en pointe Ibou Sané. Stéphane, c'est, on va le dire, c'est le schéma type préféré de Stéphane Lemignan. On est maintenant quasi sûr. Oui, alors c'était pas forcément ce qu'on attendait, puisqu'on nous a quand même vendu cet entraîneur comme un adepte du 4-4-2. Maintenant, je pense qu'il fait aussi avec l'effectif qu'il a, et notamment les deux gauchers, les deux droitiers qu'il a sur C'est sur les surtout que pour un côtés. 4-4-2, il faut 2 attaquants. Kandé, ouais. Pour le moment, il n'y en a qu'un, mais c'est Ibou Sané, le deuxième, il est blessé. Ouais, alors après, il a joué avec, on va dire, un peu 2 pointes. Voilà, Sabali était proche c'était plutôt un 3-5-2, voire voilà. Moi, je suis juste un petit peu, pas inquiet, mais je mettrais un petit bémol justement sur ce rôle que Colin et Hudol n'ont pas l'habitude d'avoir, et j'ai le sentiment qu'ils sont pas forcément très à l'aise pour l'instant dans leur rôle. Notamment dans la relance. On a souvent vu Mathieu Hudol se poser la question de savoir où il allait jouer côté gauche. C'est surtout que ça permettait beaucoup entre Fally Kandé et Mathieu Hudol, beaucoup moins à droite, où vraiment Kofi Kwao lui gardait cette profondeur. Mais côté gauche, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop encore. Ouais, il y a un petit déséquilibre droite-gauche, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai qu'on voit Kwao complètement est très à l'aise. D'ailleurs, il se crée 2 occasions de but, alors que Fally Kandé n'est pas encore, ou alors peut-être un peu mieux muselé du côté droit de Rodez sur ce coup-là. Bon, voilà, il y a encore certainement des réglages à faire. On est qu'au deuxième match. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est le milieu de terrain. Alors, même si on n'a pas encore un Gauthier Hein de grande qualité, parce que je pense qu'il faut qu'il digère un petit peu son arrivée, je pense, voilà, pour un garçon comme ça, oui, puis même s'il est issu issu du FC Metz, ça reste une adaptation. C'est plus du tout les mêmes coéquipiers, c'est pas le même schéma de jeu, c'est pas le même entraîneur. Exactement, et puis il court beaucoup, on l'a déjà vu lundi soir. C'est quelqu'un qui est généreux dans l'effort, et puis à côté de lui, Jallo qui en première mi-temps avait du mal aussi je trouve, à se positionner. Alors plutôt côté droit, Gauthier plutôt côté gauche, et puis Jessie Demagué qui est vraiment la plaque tournante et qui est un peu mon coup de cœur, j'avoue, de cette équipe, parce que je trouve que vraiment ce garçon-là apporte de la sérénité au milieu de terrain, avec cette capacité à être toujours disponible par rapport à ses partenaires. Voilà, moi je ne rejoindrai pas forcément Angelo sur son analyse. Je pense que la première mi-temps, à mon sens, est un petit peu brouillonne. Le premier but aurait peut-être dû nous mettre sur l'autoroute vraiment de la confiance, et je trouve qu'on a peut-être laissé, alors peut-être aussi avec un sentiment d'orgueil et d'amour-propre, hein, les Ruténois se sont un petit peu mieux organisés, mais je trouve que la deuxième mi-temps, alors c'est sûr qu'on était à 11 contre 10, et mis à part les 10 dernières minutes, je pense malgré tout que le FC Metz a très très bien géré en termes collectifs cette deuxième mi-temps. On a vu, et je pense même à la première partie de cette deuxième mi-temps, je pense qu'il y a eu 1 minute 30, où ils ont vraiment fait une passe à 10, et voir ça à Metz, moi je m'en réjouis.
Tu parlais de voir des choses plus ou moins inhabituelles. Angelo, on va revenir sur le cas de Cheikh Sabali. Cette fois-ci, il est plus excentré côté gauche. Il est un petit peu dans le cœur du jeu. On a l'impression que ça lui va un peu mieux. Il a réalisé une bonne prestation, il faut le dire, ce week-end face à Rodez. Est-ce que ce serait pas le meilleur positionnement pour lui, au vu de ses aptitudes? J'ignore si c'est le meilleur positionnement, mais c'est clair qu'il a fait un gros match à Rodez. Stéphane Le Mignan expliquait que c'était dans le but d'apporter un peu plus de soutien à Ebou Sané, qui était un petit peu esselé face à Bastia. Donc Sabali était dans un poste un peu plus axial et il a été hyper efficace. Il marque les 2 buts, il Il aurait presque pu mettre le 3e s'il n'y avait pas eu le défenseur juste devant lui. Et sur la deuxième mi-temps, il rate une énorme occasion, mais dans la foulée, il provoque un penalty. Donc c'est vraiment un match plein. C'était l'homme du match, indiscutablement. J'ignore si c'est une solution à long terme, mais en tout cas, c'est une solution qui a fonctionné vendredi soir. Parce qu'on sait que Sabali, justement, c'est quelqu'un qui joue un petit peu, qui est encore trop, on va dire, inégal dans ses prestations. C'est des coups de génie comme ce week-end, et de temps en temps où c'est beaucoup moins bien. Après, quand tu compares Jalot, enfin Sabali, c'est un peu les mêmes profils. C'est des joueurs qui sont à centre de gravité très bas, qui manquent de puissance. Donc pour être sur un côté, je dirais qu'à partir du moment où tu n'es pas une équipe qui domine vraiment ton sujet, ils partent trop loin. Donc c'est compliqué. Alors il peut faire la différence sur les quelques premiers mètres. C'est pour ça qu'ils sont bons à l'entrée de la surface, parce que ça enchaîne très vite. Techniquement, c'est pas mal. Ça a des coups de patte. Et du coup, c'est un peu les 2 mêmes profils. Donc c'est très très bien autour de Sané, qui est plus un joueur d'appui ou de remise, de ce que j'ai pu voir en termes de gabarit. Mais c'est vrai que si tu mets ce joueur-là comme l'année dernière, t'as pas la possession de balle, que tu pars de trop loin, même s'il arrive à faire une différence en éliminant son vis-à-vis, il est vite rattrapé parce que ça manque de course, ça manque de volume, ça manque de... Sur 10 courses, il fera 2 fois la différence tout seul, parce que ça a passé sur... Et ça a du mal à aller au bout. Là, dans cette articulation, c'est vrai qu'autour, ça peut combiner très vite. À partir du moment où tu es proche du but adverse, ça peut enchaîner et ça va faire la différence. On a entendu un premier avis sur cette rencontre entre Rodez et le FC Metz. Je vous propose de nous pencher sur l'avis de Stéphane Le Mignan, qui était quand même un des acteurs principaux de cette rencontre. C'était en conférence de presse. Ouais, c'est évidemment que de gagner à l'extérieur à Rodez, qui est un endroit où c'est toujours difficile. J'avais annoncé avant la rencontre, mais forcément le déroulement du match nous est favorable. Et puis voilà, le bémol, c'est un peu la deuxième partie de la deuxième mi-temps. On n'a pas réussi à marquer ce 4e but, et évidemment ils ont réussi à marquer ce but qui leur a donné un petit peu d'espoir. Donc c'est la fin qui est un petit peu dommage, mais on va pas se voiler la face. C'est un bon résultat, c'est un match solide au départ, parce qu'ils ont créé des situations, ils ont attaqué. C'est comme d'habitude ici, hein, c'est beaucoup, il faut bien défendre aussi. Et sur les moindres opportunités, on les a saisis. Il y en a eu d'autres, mais on n'a pas réussi à marquer. Mais c'est quand même une belle soirée. Pas oublier qu'on avait joué il y a quelques jours aussi, donc on avait toujours une interrogation au niveau athlétique. De répondre par une victoire, c'est bien. Ouais, c'est important déjà de montrer qu'on est à la hauteur. Contre Bastia, on a été à la hauteur, surtout la deuxième mi-temps. Là, c'est le premier déplacement dans un endroit difficile, pour prendre des points. Je rappelle qu'année dernière, toutes les équipes qui sont montées en Ligue 1 ont perdu ici. Donc moi, j'avais dit qu'on devait évidemment être une bonne équipe de championnat, mais pas perdre comme les équipes de la saison dernière, même si leur équipe a changé, évidemment. Mais c'est une bonne réponse pour un premier déplacement. Stéphane, ton avis sur cette analyse de Stéphane Le Mignan? Moi, je suis d'accord avec lui dans la mesure où c'est vrai que les circonstances... Plus qu'avec Angelo? Non, mais je suis assez d'accord avec lui sur le fait que les circonstances du match sont plutôt favorables. C'est vrai qu'on avait un point d'interrogation sur le fait d'avoir joué lundi soir, et avec aussi un peu de retard, donc un peu moins de récupération. Vous allez me dire 20 minutes. Bon, c'est vrai que ça fait un peu moins de récupération quand même. Et puis le vendredi, il faut faire un déplacement qui est compliqué, hein, parce que là-bas, alors même s'ils partent en avion, je crois, c'est quand même un déplacement compliqué. On le voit. Et puis moi, c'est des matchs toujours que j'aimerais pas jouer, dans la mesure où on a le sentiment que c'est un peu une ambiance de Coupe de France, hein. C'est des stades un petit peu étroits comme ça, où on voit derrière le lycée agricole du truc. Non, je trouve que c'est toujours délicat. T'as un public que t'entends beaucoup, qui est proche de toi, et je trouve qu'en termes techniques, alors même si, encore une fois, tu marques à la première minute, c'est assez facile ensuite peut-être de développer ton jeu, parce qu'on a une équipe qui sait garder le ballon et qui sait manœuvrer. Je trouve qu'en effet, c'est bien. Puis on a eu cette réussite qu'on n'a pas eu contre Bastia en deuxième mi-temps,
Donc d'une certaine façon, ça équilibre un peu les choses. Franck, il y a quand même une question qui se pose à la mi-temps de la rencontre. Ton équipe mène 3-0, il y a un carton rouge en plus pour l'équipe d'en face. Comment on peut ne pas lâcher, on va dire, un petit peu l'intensité pour la deuxième période? Comment on peut rester dans une rencontre qui a peut-être eu de la fatigue? Oui, mais est-ce que c'est possible de repartir? Alors on l'a vu, ils sont repartis très fort, mais très vite derrière, il y a eu un contre-coup. Est-ce que c'est possible de maintenir une intensité comme ça pendant toute la rencontre? Non, je pense qu'à partir du moment où tu mènes 3-0 à la mi-temps, c'est ne pas laisser l'espoir à l'équipe adverse, mais du coup, c'est de bien gérer de la supériorité numérique, c'est-à-dire que tu dois faire appel à des joueurs comme Deminguet, comme Isma Traoré, des cadres qui ont une certaine expérience pour gérer les temps forts, les temps faibles, et avoir Mais est-ce que justement, en avoir deuxième cette possession de balle. Le but, c'est pas d'avoir la même intensité. Je pense que tu peux rester avec ton bloc, laisser voir venir Rodez, qui eux vont se découvrir et profiter des espaces donnés, sachant que tu es en supériorité numérique. Donc c'est pour ça que je pense que c'est cette deuxième mi-temps pour moi qui est décevante sur le plan comptable, parce que finalement tu perds 1-0 sur cette mi-temps face à Rodez en étant un de plus. Et effectivement, tu t'exposes un petit peu dans les 10 dernières minutes avec Rodez qui veut jouer son va-tout. Donc, mais sans parler d'intensité, tu rentres avec 3-0, tu te dis, cette équipe ne doit pas espérer. Et c'est dommage parce que ce penalty aurait dû éteindre complètement Rodez et gérer. Mais après, physiquement, je dirais que tu es en début de championnat, tu dois gérer tranquillement. Justement, Angelo, on parle de ce penalty. Petit focus très rapide sur Ibou Sané. Alors, c'est le début de la saison, il est encore en apprentissage, mais est-ce que ce serait pas un petit peu un des points négatifs de cette rencontre, de voir qu'il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de ses actions? Négatif, c'est un peu un grand mot. Il a quand même été très utile, je trouve. Avec Sabali, ça a pas mal combiné. Il y a eu des petites remises vraiment intéressantes. Effectivement, il lui a manqué ce but. Ce penalty est plutôt mal tiré. Il est trop mou. C'est le regret. D'ailleurs, je pense qu'il tire. Je pense que ses coéquipiers, peut-être que Jalot ou Hein, le laissent tirer pour emmagasiner de la confiance. Donc, c'est dommage de pas en profiter. Déjà, contre Bastia, il avait été un petit peu esselé, mais il avait eu une grosse occasion. C'est dommage de compter 0 but après 2 journées, mais c'est quand même un joueur qui a quelques qualités et qui va progresser. Est-ce que justement, on serait pas encore, tu es en train de soulever un point, est-ce qu'on serait pas encore dans ce problème de savoir qu'on n'a pas encore de tireur de pénalty désigné? Alors, il y a des équipes qui, si on prend l'exemple, je vais dire, de Marseille, on avait Eli Wahi qui cherchait à avoir son premier but, on laisse quand même tirer Mason Greenwood qui était le tireur attitré. Est-ce que là, justement, de laisser tirer Ibou Sané dans ce genre de rencontre, c'est le bon moment, ou est-ce qu'il faut attitrer cette tâche à quelqu'un en particulier? Il y a eu ce débat l'année dernière, c'était à Lille, où Ouais, c'est vrai. on avait Lamine Camara puis Simon Elisor qui s'était raté à l'exercice. Je comprends la logique en fait de laisser tirer Sané. Je pense que le tireur attitré, ça doit être Hein, j'imagine, parce qu'il tire tous les coups de pied arrêtés. Il les tire bien d'ailleurs. Je trouve qu'il est vraiment dangereux dans cet exercice. Le fait de laisser tirer l'attaquant qui fait un bon match mais qui n'a pas encore marqué pour débloquer son compteur, on sait à quel point la confiance est importante pour un attaquant. Je comprends la logique, donc ça ne me gêne pas que sur un match comme ça, à 3-0 en plus, on laisse tirer un joueur qui n'est pas le tireur attitré. Et il en a tiré d'ailleurs, il me semble qu'il en a tiré pas mal avec l'équipe réserve. Donc c'est pas un exercice qu'il découvre non plus, il le connaît. Surtout que pour l'instant, tu n'as pas d'attaquant titulaire qui a démontré qu'il avait sa place et que cette équipe du FC Metz recherche son buteur. Je rappelle que chaque année, les équipes qui montent, ils ont dans les 2 ou 3 à chaque fois un mec qui marque 15-20 buts. Ça a été le cas avec Nico Tadze il y a 2 ans. C'est vraiment important de donner leur chance aux attaquants qui jouent actuellement pour pouvoir justement compter sur eux et leur donner cette confiance qu'ils n'ont pas. Après, comme tu dis, c'est un très jeune joueur. L'année dernière, il a débuté un petit peu. Là, cette année, il a plus de temps de jeu. Attendons de voir. Mais du coup, c'est vrai que pour tirer un penalty à 3-0, tu laisses ton attaquant essayer de se roder, mais en espérant que ça n'ait pas eu l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il se bride et qu'il se crispe, surtout. Parce que ça doit être frustrant de voir quand même Sabali qui s'éclate dans ce genre de match où tu as beaucoup d'occasions, qui lui va marquer des buts et toi, tu n'arrives pas à mettre le tien dans alors, tout ça. en même temps, j'ai envie de te dire, tu es content de la victoire, tu es content d'avoir participé, donc ça il reste passeur quand même. Il est passeur des et ça lit cette frustration. La frustration, pour lui, elle est juste individuelle, c'est-à-dire que j'aimerais bien... parce que j'ai pas mon poste de titulaire assuré, je dois faire mes preuves. Du coup, c'est cette crispation que tu veux avoir à ne pas marquer. Et Lisor va revenir aussi, donc peut-être qu'il jouera moins par la suite. Tout à fait.
On va refermer la parenthèse statistique de cette rencontre avec justement les stats de ce match et elles sont encore en faveur du FC Metz. 63% de possession contre 37, 15 tirs à 13 pour Rodez avec 4 tirs cadrés de part et d'autre, 332 passes pour Rodez, 582 pour le FC Metz. Stéphane, c'était une question qu'on se posait en avant-match. Est-ce que ce système-là est peut-être plus apprécié dans les matchs à l'extérieur plutôt qu'à domicile? On a vu, c'était compliqué contre Bastia à bloc bas. Là, face à Rodez, qu'est-ce que tu en penses en voyant ces statistiques-là? Enfin, on est quand même sur un nombre de passes, c'est-à-dire en termes de jeu, et on l'a vu, notamment, je trouve, en deuxième mi-temps. Alors, c'était plus facile en 11 contre 10. C'est une équipe qui joue au ballon par rapport à la dernière, parce que tu restes quand même à 63%, mais tu as quand même encaissé 15 tirs dans le match. Oui, alors les statistiques, c'est une chose. Moi, j'aime bien voir le nombre de passes, parce que ça montre aussi cette capacité à garder le ballon. Même à 11 contre 10, sous l'ère Bologna, on n'a jamais été très très bon pour garder le ballon. Donc là, c'est intéressant, je trouve, de voir à quel point cette équipe est capable de faire des choses très simples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui portent le ballon et qui créent des moments de rupture. Il y a une vraie volonté de déplacer le bloc adverse. Il y a une volonté aussi d'aller chercher l'information à chaque fois, de se déplacer une fois la passe effectuée. Je trouve peut-être des choses simples du football, mais qu'on n'a pas vu quand même depuis très très longtemps à Metz. Et puis on a un milieu de terrain, encore une fois, qui a cette capacité. Alors là, je regardais, il y a quand même 5 gauchers. C'est assez rare comme d'avoir autant de gauchers dans une équipe titulaire. Alors est-ce que c'était une volonté ou pas, je sais pas, mais en tout cas on a 3 milieux de terrain, 3 gauchers. Et puis si tu rajoutes Udol et Kandé côté gauche, je trouve que c'est quand même imagine, tu as Elisor en plus, tu auras plus de gauchers que de droitiers. Je pense que ça peut être aussi un truc intéressant. Quand on sait la qualité des gauchers, hein, Franck, bien sûr. Rien Voilà. en plus. Non, mais je trouve que alors après, est-ce qu'on va jouer toujours comme ça? Moi, je pense qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que Stéphane Le Mignon, il fait avec l'effectif qu'il a. On a 2 latéraux de chaque côté qui sont susceptibles d'être titulaires à leur poste, que ça soit dans un 4-4-2 à plat ou avec 2 pistons, comme on appelle aujourd'hui. Bon, voilà, est-ce que Kandé restera piston côté gauche? C'est une question. Est-ce que Udol n'est peut-être pas mieux dans cette qualité de centre qu'on lui connaît? Je sais pas. Franchement, pour l'instant, on va dire que ça fonctionne. Ça sera à lui de gérer cet effectif-là et peut-être d'avoir une roue de secours, un plan B à un moment. Je rebondis juste sur le fait, enfin, je trouve que c'est un peu tôt pour dire bon système à domicile ou à l'extérieur, parce que c'est 2 matchs qui sont vraiment incomparables. Contre Bastia, le Metz démarre avec un but de retard quasiment. Là, le match démarre, Metz a un but d'avance. Et c'est une chose qui facilite énormément la gestion du match. Donc, je suis pas sûr que ce soit le système de jeu, je pense que c'est le scénario du match qui fait que... On va regarder ce qui s'est passé sur les autres pelouses parce que cette deuxième journée de Ligue 2, c'était pas seulement Rodez FC Metz, mais aussi plein d'autres rencontres. On va commencer avec les résultats de cette journée et le beau résultat de Martigues sur la pelouse d'Annecy, la victoire de Clermont sur la pelouse de Troyes. Le Paris FC s'impose 3-2 contre Dunkerque. Bastia s'est relancé après son match nul à Saint-Symphorien, 1-0 contre Amiens. Guingamp lui aussi fait le plein, 1-0 contre Laval. Pau également 1-0 face à Caen. Au classement, il y a donc déjà des premières leçons à en tirer avec notamment ce trio de tête Guingamp, Paris, Lorient qui font 2 victoires en 2 matchs en bas de classement, vous le voyez, ils sont beaucoup avec 0 points, notamment Caen et Troyes. On va se pencher justement, Angelo, sur ces résultats. D'abord, ce trio de tête, c'était les équipes un petit peu annoncées déjà lors des premières émissions. Guingamp, Paris FC, Lorient. Ça fait partie de ces équipes qui vont être les adversaires du FC Metz pour le haut de tableau. Clairement les favoris, surtout le Paris FC et Lorient. Paris FC qui était mené 2-0, il me semble, qui a retourné la situation. Donc on voit que c'est une équipe qui a du caractère, que Metz va jouer très bientôt d'ailleurs. Lorient, c'est... Et là-bas en plus. Exactement. Et Lorient, c'est, je pense, le meilleur effectif sur le papier dans ce championnat. Donc c'est vraiment des équipes... ça va être costaud, très costaud face à ces formations. Pour le bas de tableau, je suis inquiet pour Troyes. On en a parlé la semaine dernière déjà, mais ils ont mieux joué ce week-end, mais malheureusement, ils ont eu un manque de réussite. Et Caen aussi, qui fait un début de saison très très difficile et également inquiétant. Je disais, Franck, Caen, petite surprise, mauvaise surprise en tout cas pour eux dans ce début de championnat, de commencer avec 2 défaites. C'est en général le genre d'équipe, d'autant que là, ça a fait un petit peu le buzz ces derniers temps avec ce rachat, Oui. un peu, mais on les attendait peut-être un cran au-dessus. Toujours, Caen, c'est déjà un grand nom avec une histoire. Tu sais qu'ils ont quand même quelques joueurs d'expérience. Je pense à Romain Thomas, notamment. Après, l'année dernière, ils m'ont pas fait une grande impression. Cette équipe, c'était assez cyclique, était capable de très mal commencer, il me semble aussi, et avant de redresser la barre, d'être parmi les postulants à un éventuel barrage. Puis finalement,
finalement ça fait pchit. Donc c'est une équipe très irrégulière. J'ai l'impression qu'on est reparti sur les mêmes bases. Donc Caen, c'est un peu illisible pour moi, c'est-à-dire que je pense qu'ils sont capables de gagner les 2 prochains matchs en faisant des prestations XXL et puis après se rendormir. Donc c'est un peu compliqué. Pour Troyes, comme tu disais, c'est un effectif très 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 jeune. C'est un peu le même modèle que Strasbourg. Strasbourg, c'était l'équipe la plus jeune de Ligue 1, 22 ans de moyenne d'âge. Pour y être allé dans le vestiaire, c'est mentalité très jeune, donc ça part un peu foufou, un peu partout, beaucoup de talent, mais tu sais pas, et je pense que Troyes, ça va être pareil, c'est gérer cette jeunesse. Après, avec est-ce que les cadres qui sont à Troyes, je pense à Depréville, Ripard, Chevalrin, ils en ont quelques-uns quand même, c'est à eux de gérer ça. Voilà de quoi conclure cette première partie du Grauli Mag. On se retrouve dans quelques instants parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Deuxième partie de ce Grauli Mag. On va rester concentré sur ce match entre Rodez et le FC Metz, mais pas que, c'est l'heure du débat. Et la première question, elle va être toute simple. On a eu une période de préparation, on a eu 2 premiers matchs avec une réception et un déplacement. Stéphane, comment tu vois un petit peu quelle est ton impression sur cette philosophie de jeu proposée par Stéphane Le Mignan? Moi, je te dirais que du bien, parce que... Il y en a un qui est soulagé ici. Non, que du bien pour l'instant, parce que je trouve que cette capacité qu'a aujourd'hui le FC Metz à multiplier les passes, les déplacements, c'est déjà bien plus agréable à regarder pour nous, spectateurs et supporters. Évidemment, tout ne va pas se construire comme ça du jour au lendemain. Stéphane Le Mignon et son staff, ça fait 1 mois et demi qu'ils sont là. Il y a des garçons qui ont connu quand même la difficulté, et peut-être la double difficulté pour certains, entre l'ère Antonetti et l'ère Bologna, où on ne privilégiait pas forcément le jeu. Et du coup, il faut se remettre dans quelque chose qui est peut-être plus plaisant à jouer, mais par contre qui demande d'autres qualités, et il faut les travailler, il faut travailler ce collectif, il faut prendre du temps. Par contre, moi ce que j'aime, c'est de voir que des joueurs lèvent la tête, prennent les informations, on sent qu'il y a des joueurs qui n'ont pas n'importe quoi, qu'il y a des mouvements autour du porteur du ballon, et puis de voir Oukidja arrêter de balancer des obus devant. Si vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça fait du bien quand même, de voir qu'ils jouent en une touche, à droite, à gauche. Voilà, je pense que tout le monde se plaît à voir ça, y compris les joueurs, puisque clairement, on aime jouer au ballon, on aime avoir le ballon et pas courir tout le temps après. Justement, tu fais un comparatif entre ce qui s'est passé notamment l'année dernière et cette saison. Franck, en tant que joueur, est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise manière de jouer au football? Est-ce qu'on peut aussi, comment on peut vivre aussi ce changement-là? Parce que c'est quand même une toute nouvelle philosophie. Je sais que Stéphane est un amoureux du jeu, de la possession de balle, etc. Et je pense qu'il est plus facile quand même en Ligue 2, avec ses effectifs, de mener à bien cette philosophie. Après, moi, je suis plutôt un système hybride. C'est-à-dire que moi, ce qui m'énerve actuellement, c'est quoi qu'il arrive, et les gardiens, que ce soit Oukidja ou d'autres, c'est tu pars systématiquement de derrière à faire des passes. Tu vois même lors des 6 mètres ou des remises en jeu, les 2 défenseurs centraux d'un côté avec le gardien, et tu t'exposes. Et finalement, tu dois partir de 80 mètres pour l'emmener jusqu'au bout, alors que tu sais pertinemment que 80% de tes buts sont faits sur des transitions et sur 1, 2, 3 ou 3 passes maximum. Donc oui, c'est bien, parce qu'il faut des temps de possession, des temps de faire courir à l'adversaire, de faire bouger le bloc équipe, etc. Mais parfois, quand tu es en temps faible, ou quand tu vois que tu as un pressing haut et que tu fais sortir les joueurs de l'équipe adverse, il faut savoir jouer un peu plus directement et aller au deuxième ballon. Donc pour moi, c'est ça aussi le football, c'est pas que de la possession, parce que hormis l'équipe du FC Barcelone de la grande époque, Manchester City qui est capable de le faire, on voit que des équipes qui n'ont pas forcément les qualités individuelles et collectives pour le faire, et qui essaient de le faire, n'y arrivent pas. Donc moi, j'aime beaucoup, parce que en tant que joueur, quand tu as un entraîneur comme Stéphane Le Mignon qui instaure cette philosophie de redoublement de passes, de circuit préférentiel, et forcément tu t'éclates. Mais il faut pas oublier que c'est un rapport de force, un rapport de duel, le football, et qu'à un moment donné, il faut aller aussi dans la verticalité. Et que la verticalité, ça appelle à des passes transperçantes et pas forcément horizontales. Donc moi, c'est ce mix-là que je prône, et ne pas s'enfermer dans un truc
trop stéréotypé où tu dis, bon, de toute façon, on a la possession de balle, on a 65%, mais 65%, ça ne veut pas dire efficacité. Donc voilà, moi, mon petit bémol par rapport à ça. Mais c'est toujours plus plaisant d'être dans un effectif et une philosophie comme Stéphane Le Mignan qu'à un moment donné où tu es que toujours dans le rapport de force, le physique et le boutoir, comme c'était le cas avec Antonetti ou Bologna. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une leçon de plaisir quand tu es en tant que joueur dans ce que tu fais. Après, tu as des joueurs qui prennent le plaisir dans l'effort. Moi, j'appréciais avoir le ballon, exactement, mais j'appréciais aussi le rapport de force avec mon défenseur en face de moi, le prendre de vitesse, aller centrer, aller au deuxième ballon, la vitesse et transpercer les lignes. Donc tu prends du plaisir à faire tourner le ballon, mais si c'est pour arriver à rien au final, moi j'apprécie arriver au bout et à terminer mes actions. Donc voilà, c'est assez. Il y en a qui aiment beaucoup dans la répétition des efforts, d'autres moins ils courent, mieux ils se portent parce que c'est le ballon qui doit courir. Mais chaque système a ses limites. Mais est-ce qu'un mec comme même Boukidja, tu vois, est-ce qu'il n'est pas plus content de faire une passe à Udol ou à son autre latéral plutôt que de rebalancer? Pardon? Faut pas se louper après. Ouais, faut pas se louper, mais après. Mais c'est pareil, tu vois, le gardien qui a les pieds, l'habitude. personne n'est comme Neuer, tu vois ce que je veux dire, ou comme les libéraux. Après, Okidja, moi je vais te dire une chose, lui ce qu'il est content pour un gardien, c'est, écoute, plus je fais de clean sheet, plus je suis efficace sur le peu de ballons que j'ai et là il sera heureux. Après, c'est une lecture du jeu. Quand tu vois, et ça vient du gardien également, de dire, les gars, on se prend l'enfer, on a une pression, au bout d'un moment, au lieu de reprendre et d'essayer, alors que tes défenseurs, moi ça m'est déjà arrivé, hein, tu viens de prendre une action, tu prends un corner, machin, tu as une pression d'enfer, finalement tu as un 6 mètres pour toi, j'ai pas envie que, alors que je suis en train de récupérer, que tu me redonnes tout de suite le ballon pour que j'essaye de trouver celui qui a 10 mètres devant moi pour avoir le pressing. Tu vois, des fois c'est sortir du pressing et c'est au gardien aussi de faire la part des choses en disant, les gars, c'est bien. Par contre, là, on vient de prendre 10 minutes de pression de la part de l'adversaire. On remonte le bloc un peu plus haut. Et après, on voit. Après, le problème de cette équipe, c'est que ça reste des petits gabarits devant. C'est une question d'appréciation. Mais je suis d'accord avec toi, Franck. Mais je pense que même Okidja, je pense qu'il a vraiment plus de kiff, hein, comme on dit aujourd'hui, à faire des passes un petit peu latérales plutôt que de balancer et que ça revienne 3 secondes après. Ah bah, tu vois, on est d'accord. Voilà. Donc, et je pense que la façon dont ce qu'on lui propose aussi autour lui permet aussi de jouer. Tu vois. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui va prendre des risques inutiles. On le voit dès qu'il est un peu sous pression, il balance devant. Et comme tu dis, on est à ce moment-là dans quelque chose qui est un peu plus hybride, un peu plus, on va dire, assuré. Mais je pense malgré tout que quand tu es footballeur et que tu regardes les autres jouer pendant 85 minutes, à un moment, si tu veux, tu rentres dans le vestiaire et tu dis on n'a rien fait. Tu vois, on est d'accord, mais bon, là, tu n'es pas dans la même configuration en Ligue 1 où tu sais que tu vas pas forcément avoir la possession. Là, tu peux te permettre de mettre des principes de jeu un peu plus poussés, un peu plus risqués parce que tu sais qu'en face et que tu as les joueurs qui sont censés, honnêtement, et qui l'ont démontré il y a 2 ans, être supérieurs ou collectivement et individuellement. Justement, tu parles de ces principes de jeu. Angelo, on va revoir la composition d'équipe en même temps que je te pose cette question. Alors, ce jeu prôné par le FC Metz, c'est nouveau, donc il surprend un petit peu aussi ses adversaires. Est-ce que tu penses que ça peut aller dans la durée pour cette équipe-là? Est-ce que selon toi, dans ce que tu vois, il y a une grande marge de progression quand même? Il y a clairement une marge de progression. Je pense notamment à la première période contre Bastia où ça n'a pas ressemblé à grand-chose. Je pense que les joueurs étaient un petit peu tétanisés, il y avait une ambiance bizarre à Saint-Symphorien, tout ce qu'on veut. Mais il y a quand même une marge de progression. J'ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps face à Bastia. J'ai beaucoup aimé certaines phases de jeu contre Rodez. Je vous rejoins tous les deux en fait dans votre argumentation parce que j'ai jamais été un grand fan de la possession pour la possession. Il faut de la variété dans le jeu, mais en même temps, je trouve que sur ce début de saison, il y a quand même beaucoup de mouvements en Metz. Est-ce que tu siffles les passes en arrière? C'est ça la question. Voilà, on a vu beaucoup de passes en arrière, par exemple, sur la première mi-temps contre Bastia. Mais depuis, je trouve qu'il y a une volonté de jouer. Il y a beaucoup de déplacements, moi, ça me plaît beaucoup. Ça permute énormément. On a vraiment une grande variété dans le jeu du FC Metz. C'est pas toujours parfait. Ça ne le sera peut-être jamais, mais il y a une volonté de jouer et finalement, c'est ce qui inquiète les adversaires. Donc c'est assez intéressant et je pense que ça va aller en s'améliorant parce que c'est une nouvelle philosophie qui est à digérer pour les joueurs. Donc forcément, ils vont progresser. C'est des joueurs qui, on l'a dit, hein, ça fait 2 ans voire plus qui jouaient le contre, le duel. Là, on leur demande de jouer au foot, donc je pense que ça va venir petit à petit. Et puis tu as quand même 3 garçons au milieu qui sentent le jeu, quoi. Deminguet, Hein, Jallo, tu vois, tu sens quand même que les garçons, c'est de l'or en Ligue 1. Ils sentent quand il faut y aller, quand il faut peut-être ralentir un peu le jeu. Effectivement, tu as les profils pour ça. C'est pas du hang-ban ou c'est pas ou c'était plutôt basé sur un rouleau compresseur qui
Et ces joueurs-là avaient leur qualité, hein. Mais c'est vrai qu'un Gauthier Hein, il est capable d'exister, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, que par le mouvement, que par se mettre dans des zones où il est inattaquable, en une touche, deux touches, s'il commence à porter, il va se faire détruire. Donc c'est sûr que tu as des profils. Diallo, c'est pareil. Sabali, j'ai envie de te dire, c'est la même chose. Tu as des profils. Par contre, à un moment donné, tu peux pas être dans le stéréotype. Et je pense que Deminguet, même s'il sent le jeu et tout ça, je sais que c'est un joueur qui est capable aussi d'envoyer, d'aller au duel. C'est une question de complémentarité. Justement, cette conclusion-là, ça permet de voir que dans ce système de jeu-là, dans ce que prône Stéphane Le Mignon, il y a des joueurs qui sont un petit peu gagnants de tout ça, de cette philosophie. Et je voulais te poser la question justement, c'est Kofi Kwao qu'on sent un petit peu revivre sur son côté droit. Il n'a pas beaucoup joué l'année dernière, les instances de départ. Là, cette année, on sent qu'il est vraiment dans son élément avec cette configuration-là. Déjà avec la philosophie et encore plus, je dirais, avec le système du dernier match où c'est un contre-attaquant, où il est généreux dans l'effort. Il aurait pu marquer en plus. Voilà, et qui fait des décalages, qui aime centrer, qui aime apporter offensivement, et puis ce qu'on pouvait lui reprocher à un moment donné, c'était son rôle défensif, où il avait des fois approximatif au niveau du placement, ou parfois à se jeter trop vite, ou à avoir des cartons jaunes de par son engagement. Du coup, là, il est couvert derrière. Et ça lui donne une totale liberté, et je pense que ce système lui convient beaucoup mieux qu'un 4 à plat, même si c'est un très bon latéral droit pour de la Ligue 2. Stéphane, est-ce que toi, tu vois un peu d'autres gagnants dans ce système de jeu-là ? C'est vrai que celui que tu cites, on voit qu'il prend énormément de plaisir à jouer, ça c'est clair. Alors, de gagnant, je ne sais pas encore, parce que je trouve que pour l'instant... On a l'impression que Falikandé aussi retrouve dans son pendant à gauche, retrouve aussi un poste qui était le sien à l'origine avant d'être mis dans l'axe. Et lui aussi aime beaucoup, comme je disais, on ne savait pas trop qui était ce latéral gauche. Est-ce que c'était Mathieu Hudol, est-ce que c'était Falikandé? Déjà, Bassel l'avait fait parce que Mathieu Hudol était suspendu, mais là on l'a vu qu'il a quand même gardé ses traces de latéral pure souche. Oui, et puis il fait un petit peu moins n'importe quoi avec le ballon aussi, parce que quand même l'année dernière, dès lors qu'il l'avait, on savait pratiquement que sur une place il allait la perdre, parce qu'il a perdu son football, clairement. Je pense que c'était un garçon qui était recruté de toute façon pour être latéral gauche, donc avec une bonne patte, un bon centre, plutôt élégant, et puis l'année dernière, je trouve encore plus l'année dernière que l'année d'avant, même s'il a été repositionné dans l'axe, il avait perdu cette capacité à faire des passes précises. Là, je le vois un moment, même en deuxième mi-temps, faire un petit geste technique qu'on lui a jamais vu. Voilà, je pense que c'est parce que, encore une fois, il y a cette volonté de jouer avec le ballon, ça doit s'entraîner avec le ballon tous les jours, avec de la liberté aussi pour chaque joueur, de faire des choses pour se libérer, soit du marquage, soit d'aller chercher la bonne passe, pas toujours la plus compliquée, pas toujours celle en hauteur. Et je pense que d'une certaine façon, les joueurs s'auto-cultivent à un jeu de passe, et ça, c'est plutôt bien. Maintenant, moi, mon petit regret, évidemment, et on va peut-être en parler un petit peu, c'est Arthur Atta, parce que je pense que c'est une transition toute trouvée. Je voulais la faire, tu l'as fait avant. Sur moi, je fais le jeu de transition. Et donc, non, mais c'est vrai Je vous soupçonne, vous êtes mis d'accord avant. Voilà, tu vois, voilà. C'est pas du tout de quoi on parlait avant. Voilà, et tu vois, ce garçon moi, que j'aime beaucoup, hein, vraiment, c'est quelqu'un qui, pour moi, l'année dernière, a été un petit peu le soleil de cette équipe. Moi, il a montré qu'il avait le niveau au-dessus. En Ligue 1, il a quand même apporté quelque chose. Alors, je te dis pas qu'il était le tout meilleur dans son domaine, mais il avait apporté quelque chose en fin de saison, et on lui avait promis cette saison en Ligue 2 à avoir, pas les clés du camion, mais presque à être ce milieu de terrain qui allait s'épanouir. Et finalement, on vient de le voir là, c'est 47 petites minutes en 2 matchs, une place de titulaire qui est du coup pas obligatoire pour lui, parce que même en fin de préparation, c'était plutôt Joseph Ndoukidi qui était préféré. Et là, dans ce milieu-là, quand on voit, c'est Jesse Deminguet qui est seul dans cette même ligne que les latéraux, et devant, eh bien, c'est Gauthier Hein, c'est Ablaye Diallo, c'est Cheikh Sabali. Ouais, il y a deux choses en fait à dire à propos d'Arthur Atta. La première, c'est qu'on ne sait pas vraiment où le situer au milieu. Est-ce que c'est quelqu'un qui devrait jouer façon un petit peu Matic, tu vois, devant la défense, ce que fait un peu Deminguet aujourd'hui, ce que moi je pense qui serait intéressant. Voilà. Après, à mon sens, il manque un petit peu de coffre, d'épaule. J'étais convaincu que pendant les 2 mois d'arrêt, il aurait eu un programme de musculation. Ça, c'est quand tu vas jouer au Bayern Munich, ça. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on y pense un petit peu aussi pour lui, parce que je pense qu'il manque un petit peu de carrure. Je pense qu'il manque encore d'explosivité pour jouer peut-être un rôle de relayeur. Et puis, certains disaient c'est un vrai numéro 10. Moi, je pense pas, parce que justement, il manque un peu d'explosivité pour aller jouer ce rôle-là. Donc, voilà, je pense que lui-même, il doit être frustré.
Mais je suis convaincu, mais vraiment convaincu que Stéphane Le Mignon compte sur lui, que c'est un garçon qui va compter aussi dans cette saison et qui pourra remplacer à la fois peut-être Deminguet ou peut-être Hein, Jalou dans leur façon de jouer, parce qu'il a un vrai bagage technique, parce que lui aussi il sent bien le jeu. Maintenant, je pense qu'il va falloir qu'il fasse un énorme, à mon avis, un énorme travail physique indépendamment de ce qu'il fait sur le terrain. Là où je veux rebondir, c'est que Arthur Atta, on lui voit tous des qualités, notamment en fin de saison dernière, de pouvoir réorienter le jeu, faire des transversales, etc. Par contre, ce qu'on a du mal à lui attribuer, c'est un point très fort. Tu vois, les autres joueurs de titulaires, Jalot, il peut débrider le match sur une situation, sur un coup de génie, sur un coup de patte, etc. C'est un profil un peu plus offensif et tu sais qu'il peut être efficace. Gauthier Hein, on voit que voilà, il a meilleur joueur de Ligue 2, les stats, etc. Et puis c'est le détonateur. Deminguet, expérience, il avait signé de Caen à Strasbourg. Il est capable de gérer, de compensation, etc. Donc ils ont tous une caractéristique forte. Lui, il est bon peut-être partout, mais il n'y a pas un point où il excelle et qui lui permet de prendre le poste de quelqu'un actuellement. Peut-être que ça viendra, mais c'est vrai que pour moi c'est ce qui manque pour lui pour pouvoir s'imposer à l'un ou l'autre poste. Angelo, un peu frustrant cette conclusion-là. Je pense que la saison est longue en fait. La saison est longue, il aura son mot à dire à un moment donné, j'en suis persuadé, parce que c'est un joueur qui colle parfaitement à la philosophie de jeu de Stéphane Le Mignon, c'est un joueur qui sent le foot, qui est même beau à avoir joué. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est pas forcément cette conclusion-là qu'on avait espéré en début de saison? On s'attendait quand même à ce qu'il soit pas le titulaire, le premier à citer sur une feuille de match, mais... Ouais, mais tu avais fait cette conclusion. Est-ce que tu avais intégré les recrues? Dans l'effectif là, oui, mais tu n'avais pas compté sur la recrue de Maguet, tu n'avais pas surtout pas sur ce système de jeu là. Gauthier Hein, quel que soit le système. Je veux dire, tu as besoin de 3 ou 4 milieux, c'est ça qui fait que, toi. Donc c'est forcément ça qui joue aussi. Quelque part, j'ai l'espoir que... c'est bizarre à dire, mais l'espoir que le FC Metz ne recrute pas d'autres milieux en fait. Parce que ces joueurs-là, Arthur Atta et même Joseph Ndukidi qui a des qualités, il ne faut pas non plus les coller au banc. C'est des joueurs, il faut les laisser éclore et la Ligue 2 c'est parfait pour eux en fait. Donc c'est bizarre à dire, mais quelque part j'espère que le FC Metz va pas recruter d'autres milieux de terrain pour les bloquer eux. Encore une fois, on a l'impression que cette émission est préparée en amont, mais pas du tout, parce qu'on va parler justement un petit peu du mercato quand même. Il va se clôturer dans quelques jours et on va revenir sur les mots de Frédéric Arpinon. C'était lors de la conférence de presse de présentation de Gauthier Hein. Alors nouvelle recrue en approche ou pas, c'est lui qui a le dernier mot là-dessus. Comme je vous l'avais dit il y a quelques temps, on ne veut pas se presser. On ne veut pas se presser parce qu'on pense qu'on a des bons joueurs. Gauthier est arrivé parce que voilà, il vient pour élever le niveau de l'équipe. Voilà, on ne va pas se presser. Si jamais il y a de bonnes opportunités, on le fera, mais on ne veut pas prendre pour prendre, quoi. Voilà. Et par rapport au match d'hier, surtout par rapport à la seconde mi-temps, en tout cas, je suis satisfait. On est satisfait. Après, on va voir si... Il se peut qu'il y ait des départs. Bien sûr, s'il y a des départs, on remplacera. Mais aujourd'hui, non, on ne va pas se presser. Alors, le match d'hier, évidemment, c'était le match face à Bastia. La conférence avait lieu le lendemain du match nul à Saint-Symphorien, la première journée de Ligue 2. Stéphane, on l'a dit, on est très prudent sur ce mercato. À ta droite, on ne veut plus recruter de milieu. Mais est-ce qu'il faudrait quand même encore recruter à quelque part, selon toi ? On va attendre aussi le retour de Joël Assoro, puisque Stéphane l'a mis en compte dessus, donc ça peut être une solution vraiment en train de me voler supplémentaire. toutes mes transitions, c'est assez incroyable. Je suis désolé, je ne savais pas qu'on avait parlé de... non, mais ça peut être intéressant de voir aussi dans une autre façon de jouer au football ce jeune garçon. Et puis, après, tout le monde réclame évidemment un attaquant supplémentaire. Le problème, c'est qu'on sait ce que c'est le marché de l'attaquant, surtout quand on est au FC Metz et qui plus est en Ligue 2. Ça peut être compliqué à trouver. Puis on sait aussi qu'il y en a encore au club, c'est ce qu'il disait justement, qu'il devait y avoir des départs par derrière. On sait aussi qu'il y a encore des attaquants de pointe au club qui ne sont plus du tout dans les plans. On a Jonas Kuka qui est encore là, on a encore Benjamin Tété, ils sont attaquants de pointe ces joueurs-là. C'est ça, et puis ils sont encore sous contrat, donc est-ce qu'on arrivera à s'en défaire T'as la problématique aussi économique. Ouais. Des droits télé, où le FC Metz est forcément impacté, comme le reste des clubs. Je t'ai coupé, après je te redonne la parole. Ce qu'il faut C'est oublier, chiant quand tu joues pas l'Europe, t'as ça en moins aussi. T'as des clubs comme Grenoble ou même Rodez, c'est une perte environ entre 1,3 million et 1,8 million. Donc le FC Metz fait partie de ces équipes-là aussi qui ont une masse salariale à alléger.
Et du coup, tu comprends que tu peux pas empiler les joueurs et empiler les contrats, sachant que, d'après ce que j'avais pu voir, notamment celui de Benjamin Tété, le contrat est assez lourd pour le club. Donc déjà, il y a cette problématique économique aussi. Moi, je pense que, voilà, après, il y a l'affaire de l'attaquant. Je sais pas si je suis encore une fois complètement d'accord avec toi, Angelo, mais je pense qu'au milieu de terrain, notamment, on n'a pas aujourd'hui ce qu'on appelait à l'époque une sentinelle, quoi. Tu vois, c'est-à-dire le grand un peu baraqué qui va à un moment mettre le pied quand il faut, et notamment peut-être hier sur les 10 dernières minutes, c'est ce qui nous a manqué à vendredi soir, pardon, à Rodez, c'est peut-être ce joueur-là qui à un moment devant la défense. Que tu fais rentrer ou parfois devant une équipe qui te presse un petit peu, et bien de faire rentrer un peu un garçon qui est capable, voilà. Atta, Ndukili qui ont la taille, qui ont cette carrure, mais est-ce qu'ils à l'avenir peuvent embrasser ce rôle-là? Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Parce que ce que j'ai dit de Atta, c'est au moment de la début de saison. Messieurs, on va attendre de voir ce qui se passera dans ces derniers jours de mercato. Il nous reste encore quelques minutes, c'est le temps pour nous d'entrer dans le temps additionnel. Et ce temps additionnel, on en parle déjà depuis quelques émissions maintenant et depuis le début de la saison, c'est les droits télé qui font parler, notamment cette programmation des matchs de Ligue 2 et les supporters et Beansport sont pour le moment loin d'être d'accord, ils ne passeront pas leurs vacances ensemble, on peut le dire. Angelo, on a passé une nouvelle étape ce week-end, alors on disait les balles de tennis c'est rigolo, les banderoles aussi, on se demandait un peu comment ça pouvait être perçu. Là il y a eu ces débordements en marge du match entre Lorient et Grenoble, et du côté de Bean, eh bien, on commence un petit peu à s'agacer de voir que la proportion que ça prend tout ça. Est-ce que ça t'inquiète, toi? C'est inquiétant. Je sais pas comment on va réagir Bein. Si demain Bein lâche tout, on sera un peu comme des cons, pardonnez-moi l'expression. Mais on fera une offre, mais pas sûr que Vincent Labrune va l'apprécier. Mais je comprends complètement la position des supporters, mais en même temps, je peux pas concevoir que des collègues journalistes soient pris à partie. Il faut pas tout confondre. C'est pas les journalistes qui ont décidé de la programmation des matchs, donc il faut pas tout confondre. J'espère que cette histoire va bien se terminer. Il y a aussi la commission de discipline de la LFP qui se réunit mercredi soir. J'espère que le FCMS va pas prendre trop cher pour les balles de tennis. Je le dis en rigolant. Mais ce serait une bonne raison, parce qu'à Lorient, il y en a eu aussi. Alors, il y en a eu aussi, ouais. Il y en a eu moins, mais il y en a eu. Et d'autant que le FCMS, contre Bastia, il y avait une tribune qui était fermée. Donc en plus, il y a ça en plus. Voilà, j'espère que le FCMS va pas prendre trop cher. On va voir comment ça se termine. C'est vraiment un feuilleton très bizarre et très dur à lire. Un feuilleton qui entre dans les sphères politiques, puisque la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a annoncé une rencontre concernant la programmation de ces matchs entre la LFP, Beansport et l'ANS, donc l'Association nationale des supporters, qui aura lieu ce mercredi. Ça va un petit peu loin ou pas pour toi, Franck? Oui. Parce que comme disait Bean, pour se défendre, cette programmation-là, elle n'est pas inédite. C'est celle qu'il y avait jusque maintenant. Et ça fonctionne jusque maintenant. Alors pourquoi maintenant ça dérange? C'est ça. Donc après, je peux comprendre que les supporters, lorsque tu sors du travail, c'est difficile d'aller au stade, etc. Je pense que c'est une question de timing. Ils ont pris leur abonnement en leur disant le match, ce sera le week-end, vous allez pouvoir venir le week-end, ce sera sur un week-end. Tout le monde prend son abonnement et leur dit finalement on va changer les plans. C'est ça qui agace du côté des supporters. Je comprends, mais comme tu dis, c'était le cas déjà avant, c'est pas inédit. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que les droits télé sont en baisse, que beIN Sport quand même donne, je crois, 40 ou 50 millions d'euros pour cette Ligue 2, cette diffusion, que les clubs ont besoin de cet argent. Ce sera jusqu'à la saison 2028-2029. Et que ces clubs bénéficient de cet argent pour pouvoir vivre et pour pouvoir essayer de donner du spectacle. Et en même temps, on demande aux clubs. Enfin, les clubs demandent aussi de pouvoir jouer le samedi pour les supporters et avoir un peu plus de billetterie, mais j'ai pas l'impression, vu les influences, que ça gêne plus que ça. Parce qu'il y a eu quand même 18 000 spectateurs lorsqu'il y a eu Metz, et c'était un lundi. Bastia, oui. Voilà, mais ça reste les vacances, encore. Ça reste les vacances. C'est vrai. Il faudra voir les abonnés. Parce que les abonnés sont comptés d'office, donc peut-être qu'il y avait moins que 18 000. Il y avait peut-être moins, c'est vrai. Après, je dirais que c'est l'excès qui me gêne un petit peu, c'est casser des choses, tu peux comprendre un mécontentement, mais en même temps, les tenants et les aboutissants, c'est l'économie, c'est tout ça, donc il faut prendre en compte le tout. Stéphane, très rapidement pour clôturer, ton avis sur tout ça, sur cette étape supplémentaire, finalement, est-ce qu'on a franchi la ligne? Excuse-moi, on n'entend pas non plus la voix des joueurs. Les joueurs aussi, ils ont le droit de dire quand est-ce qu'ils ont envie de jouer, aussi. Parce que c'est les acteurs du jeu, c'est les acteurs... on en parlait, c'est ce que disait Stéphane Lemien, je joue le lundi soir pour rejouer le vendredi juste derrière. Ouais. C'est aussi pour la récupérer, aussi cette histoire de récupération derrière. Dans ce cas-là, tu peux le faire pour la Ligue 1.
parce que tu as des matchs un peu décomposés, c'est justement pour avoir de la visibilité, les droits télé. Si tout le monde joue en même temps, dans ce cas, les droits télé. Du vendredi au lundi, c'est quand même un grand écart. Du vendredi au lundi, c'est quand même un grand écart. Là, Le mais FCMS, ça, avec c'est 4 pas- jours de c'est- récupération. Ça s'appelle des vacances. C'est pas nouveau également. Je veux dire, pareil pour les clubs de Ligue 1. Je veux dire, mais par contre, nous, on ne demande pas l'avis aux joueurs. C'est-à-dire qu'il y a les spectateurs, il y a les clubs, il y a les beIN Sport, mais les joueurs, je vois rarement quelqu'un leur demander leur avis. Mais peut-être Joue et tais-toi. c'est ça. Stéphane, Et donc, d'accord avec ce que tu entends là? Oui, je comprends évidemment les frustrations énormes des supporters, parce que c'est vrai que pour l'instant, on est encore en été, mais quand il va falloir aller voir un match de football le lundi soir à 20h45, et on sait Sous très les bien moins qu'à 20 de la Metz, Moselle. et on sait très bien qu'à Metz, il fait froid rapidement. C'est compliqué, et c'est sûr. Moi, j'aurais tendance à recaler beaucoup de matchs en tout début d'après-midi, notamment soit le samedi, soit le dimanche. Ça me semble un peu plus confortable pour tout le monde, et y compris d'avoir un temps plus clair. Alors, c'est sûr qu'on aime les projecteurs, on aime tout ça, ça fait une ambiance particulière. Voilà. Et- Maintenant, je te prends l'exemple, tu mets Très rapidement. excuse-moi, le dimanche en début d'après-midi, tu as tous les licenciés, ils ne pourront pas aller voir le match. Ils vont être embêtés aussi. Ils iront voir leur fils jouer. Parce qu'on rajoute un football jour dans la amateur, semaine tu le de week-end. Tu le tues dans ce cas-là, le foot amateur, si tu le mets le samedi ou le dimanche en début d'après-midi. Tout à fait Donc, d'accord avec ça. Et pourtant, ce sont les supporters de ces clubs amateurs qui viennent au stade. Et après, Angelo, il pourra plus venir au match. Et ça, ce sera un peu de temps pour nous tous. Messieurs, merci de m'avoir accompagné. On restera aussi penché sur ce dossier qui devrait faire encore couler pas mal d'encre. Nous, on se retrouvera dès jeudi pour l'avant-match, justement, de cette prochaine journée. Ce sera face à Laval à Saint-Symphorien. Coup de sifflet final pour cette émission, mais la prochaine, ne saurait tarder. À très vite sur Moselle TV.